Tout le monde ne connaît pas forcément la logique, mais pour beaucoup de gens, ça peut renvoyer à des souvenirs scolaires plus ou moins lointains. Vous avez sûrement déjà entendu ce raisonnement. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ok? C'est d'ailleurs un personnage qui s'appelle carrément le logicien qui détourne ce raisonnement dans la pièce de théâtre Rhinocéros de Ionesco, peut-être que vous connaissez. Au premier acte, ce logicien il donne le raisonnement suivant. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ok, alors évidemment, ça ne marche pas. Pas plus que le raisonnement, le chat a quatre pattes, mon chien aussi, donc mon chien est un chat. Parmi ces raisonnements, bon, c'est assez facile de voir ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, mais évidemment, c'est assez facile jusqu'à un certain point. Quand on voudra s'assurer qu'un argument un peu plus complexe avec plus de données sera correct, c'est bien la logique qui nous sera utile. On va essayer d'utiliser les outils qu'on connaît, à savoir la logique propositionnelle. Je vois que dans la phrase, on a trois propositions. Disons la proposition P, les hommes sont mortels, la proposition Q, Socrate est un homme, et la proposition R, Socrate est mortel. Alors, je ne peux pas décomposer davantage car on voit bien ici que les propositions que j'ai obtenues, elles ne peuvent pas être découpées en propositions plus simples, agencées avec des connecteurs, en gros. Si maintenant j'écris une formule qui représente le raisonnement correct, les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, je vois que j'ai une forme conditionnelle, avec deux hypothèses et une conclusion. La traduction correcte en logique me donne forcément la formule suivante, et on voit tout de suite qu'il y a un problème. On devrait avoir une tautologie, un théorème, puisque ça correspond à une vérité logique, mais on a en fait une formule qui en soi n'est ni vraie ni fausse. Bon, vous pouvez essayer en faisant les tables de vérité, mais on voit bien qu'il n'y a aucun rapport entre les hypothèses et la conclusion. Ce qu'on vient de montrer, c'est que la logique propositionnelle, en fait, c'est assez nul. Alors, bien sûr, il ne faut pas tout jeter. On peut faire plein d'informatique intéressantes avec les tables de vérité, les circuits, etc. Et puis la logique des connecteurs, comment on raisonne dessus, tout ça, ça reste utile ad vitam aeternam, bien sûr. Par contre, un truc aussi fondamental que le syllogisme de base, qui nous vient quand même d'Aristote, hein, c'était pas forcément un rigolo, en gros, c'est trop compliqué pour la logique propositionnelle. Heureusement, et c'est le sujet de cette vidéo, on a le calcul des prédicats. C'est une logique qui permet d'exprimer plus de choses et on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur la syntaxe, vous vous rappelez que pour un langage, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les formules de base, les formules atomiques, et deux, quels sont les opérateurs et combien d'arguments ils prennent, c'est-à-dire les connecteurs logiques et ce qu'on appelle leur arité. Ok. Pour la logique propositionnelle, on avait comme formule de base les variables propositionnelles, P, Q, etc. Et comme opérateur, on avait juste les connecteurs logiques. Pour le calcul des prédicats, les formules atomiques ne sont plus les mêmes. Elles sont de cette forme-là, ça se lit P de X ou Px. Alors ici, P, c'est ce qu'on appelle un symbole de prédicat et X, c'est une variable. Les variables, on en a autant qu'on veut, comme d'habitude. Par contre, les prédicats, on doit toujours en fixer un certain nombre quand on définit le langage. En général, on les note P, Q, R, etc., avec l'ordre alphabétique, et on les note en majuscules. Ce qui est important, c'est qu'ils ont toujours des parenthèses parce qu'ils s'appliquent toujours à une variable, comme ici. Ok. Ensuite, on a les opérateurs. Alors déjà, c'est les connecteurs logiques, on les connaît, ceux-là, ils ne changent pas. Par contre, on en rajoute deux nouveaux, ce sont les quantificateurs. À gauche, on le lit pour tout x. Alors, ce symbole, c'est le A de all en anglais, de for all. Et à droite, c'est il existe x. Alors, c'est le E à l'envers pour existe. Voilà. Les quantificateurs, ils sont toujours collés à une variable, comme ça. Donc, en fait, du point de vue de la syntaxe, c'est comme si on avait une infinité d'opérateurs de cette formule-là, un pour chaque variable disponible. Ok. Pour créer une formule avec ça, il suffit du coup de mettre un quantificateur avec une variable suivie d'une autre formule. C'est-à-dire que les quantificateurs, c'est des opérateurs unaires comme la négation. Par exemple, on peut écrire pour tout x p de x, c'est une formule correcte. Ou encore celle-là, ça marche aussi. Alors, à partir du moment où on met des variables et des quantificateurs, les formules prennent un sens un peu particulier qu'on va expliquer juste après. Mais un truc auquel il faut faire attention, et c'est un problème qu'on n'avait pas en logique propositionnelle, c'est que certaines formules ne veulent rien dire du tout. Par exemple, ces formules-là, c'est très difficile de leur donner un sens. C'est parce qu'elles sont ce qu'on appelle des variables libres. Ok. En fait, avec les variables et les quantificateurs, il y a bien sûr un lien, c'est-à-dire que si on utilise la même variable pour un quantificateur, pour tout x par exemple, et pour une formule atomique comme p de x, ok, il y a le x qui revient, eh bien ça ne veut pas dire la même chose que si on a des variables différentes, évidemment. Alors, quand on écrit l'arbre syntaxique des formules, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, on obtient ça. Et comme je le disais, les quantificateurs avec une variable marchent bien comme un connecteur unaire, et du coup les variables libres, ce sont juste des variables qui apparaissent dans la formule, alors qu'il n'y a aucun quantificateur avec la même variable qui apparaît plus haut dans l'arbre. Ok.
Alors attention, une variable elle peut être libre à un endroit et pas à un autre, il faut faire attention. Dans la formule de droite, ici, on voit que le x de gauche n'est pas libre, on dit qu'il est lié par le quantificateur qu'il y a au-dessus. Je ne vais pas détailler le fonctionnement des noms de variables et la question de la portée des quantificateurs, ça serait trop long pour cette vidéo, même si c'est pas très compliqué. Vous trouverez facilement d'ailleurs des explications sur ces sujets, si c'est pas déjà clair pour vous. D'accord. Si vous voulez que je vous le présente en vidéo avec plus de détails, c'est comme pour le reste, hein. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Tout ce qu'il faut retenir ici, donc sur l'aspect syntaxe, c'est on ne va regarder que des formules qui n'ont pas de variable libre. C'est les seules auxquelles on va pouvoir donner un sens précis. On appelle cela des formules closes. Alors parfois quand il y a des variables libres, du coup on parle aussi de formules ouvertes. Comment on peut voir ce que veulent dire les formules du calcul des prédicats? À la base, ce qu'on veut faire, c'est écrire des trucs qui ressemblent au syllogisme d'Aristote, que je vous ai présenté au début, avec des phrases comme tous les hommes sont mortels, tous les A sont B, voilà, ce genre de choses. Donc c'est assez facile de comprendre ce type d'argument avec les diagrammes de Venn. Ça, c'est comme ça qu'on appelle les diagrammes patates quand on veut avoir l'air de dire des choses un peu plus importantes. Ici, on voit qu'en effet, tous les gens qui sont des hommes sont forcément mortels, puisqu'en étant dans la patate orange, ils sont du même coup dans la patate bleue. Et si je suppose que quelqu'un comme Socrate est un homme, je suis obligé de conclure qu'il est mortel. Okay, visuellement, c'est assez clair. On voit aussi que si je suppose que tous les chats sont mortels, je ne peux pas en conclure que Socrate est un chat. Bon, ça c'est de la logique pour enfants, hein, vous voyez bien. Mais maintenant, on va voir le rapport avec le calcul des prédicats. Pour commencer, il nous faut une interprétation du langage. En logique propositionnelle, une interprétation, c'était par exemple de dire on prend P et Q qui sont vrais et R est faux. D'accord. C'était une ligne de la table de vérité, en gros. En calcul des prédicats, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas utiliser les tables de vérité ou ce genre de méthode, on est coincé. Alors, le langage, je rappelle, c'est des symboles de prédicats qu'on utilise. Le reste, les connecteurs, machin, ils ont toujours le même sens. Donc, on ne peut pas leur donner une interprétation à proprement parler. Donc, pour notre langage, supposons qu'on ait simplement deux symboles de prédicats, P et Q. Pour notre interprétation, il nous faut alors trois ingrédients. D'accord. Ça, c'est un point important. Il nous faut un domaine, on dit aussi univers parfois, je le note D pour domaine souvent. Ça, c'est un ensemble quelconque. En général, on évite juste qu'il soit vide, mais il peut avoir autant d'éléments qu'on veut et même une infinité, ça pose pas de problème. En fait, il permet de savoir de quoi on parle. Quand on dit par exemple pour tout X, est-ce que ça veut dire pour tout homme, pour tout animal, pour tout objet physique, ou encore pour tout nombre entier, pour tout nombre réel, etc. Alors, bien sûr, avec des domaines différents, les formules, elles ne voudront pas dire la même chose. Et plus grave, elles pourront être soit vraies, soit fausses. Donc, on est obligé de préciser le domaine. Ensuite, deuxième ingrédient, il faut interpréter P. Et pour ça, il faut un sous-ensemble du domaine. C'est-à-dire, il faut que je sache parmi les éléments de mon domaine qu'on vient de définir, lesquels sont dans P ou vérifient la propriété P. D'un point de vue logique, c'est la même chose. Et bien sûr, il faut la même chose pour tous les symboles de prédicat. Ok. Alors là, on commence à voir le lien entre le langage et les patates. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on doit considérer trois symboles de prédicat, P, Q et R, et on doit bien sûr préciser le domaine. Alors ici, ça peut être les objets, mais ça pourrait aussi être les êtres vivants, ça marcherait pareil. Mais dans ce cas, attention, parce que le domaine, il serait égal à la patate des mortels, forcément, parce que tous les êtres vivants sont mortels par définition. C'est pas du tout interdit, mais le schéma, il serait un peu trompeur, d'accord? Donc on associe à chaque symbole un sous-ensemble du domaine, ça marche, et on peut regarder enfin ce que veulent dire les formules. Si j'écris pour tout x, q de x implique p de x, ça veut bien dire que pour tout objet, s'il est un homme, alors il est mortel. Pareil pour dire que tous les chats sont mortels. Pour le reste, il suffit de raisonner avec des connecteurs comme on a l'habitude de le faire. Par exemple, cette formule, elle dit que les éléments qui sont dans P sont aussi dans R et dans Q, d'accord? Si on détaille les patates, les diagrammes de Venn, et qu'on a quelques notions de théorie des ensembles, pas des notions très poussées, on peut en déduire une propriété simple. L'ensemble pour P est inclus dans l'intersection des ensembles pour R et Q. D'ailleurs, on remarque quelque chose d'intéressant. Le symbole et pour la conjonction, il ressemble au symbole de l'intersection. Et c'est sûrement pas une coïncidence, hein. L'idée, c'est que être dans P et dans Q, ça veut bien dire être dans l'intersection de P et Q. Pour ceux qui ont fait un tout petit peu de théorie des ensembles, ça devrait être assez clair. De la même façon, si on regarde une formule comme celle-là, on peut vite comprendre qu'elle veut dire qu'il existe au moins un élément dans l'union des deux ensembles. De manière générale, on a une correspondance entre les connecteurs et les opérations sur les ensembles. Okay. Comme on a vu, la conjonction, elle marche avec l'intersection. La disjonction, c'est plutôt l'union. Et les éléments qui sont soit dans P, soit dans Q, bien sûr, alors là, c'est comme en logique de base, ils ont le droit d'être
aussi dans les deux, hein, les règles de la logique, elles continuent à s'appliquer. La négation, eh bien, c'est les éléments qui ne sont pas dans l'ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle en théorie des ensembles, l'ensemble complémentaire. Alors là, on voit bien l'importance d'avoir défini un domaine, parce que ce qu'on a, c'est les trucs qui sont dans notre domaine, mais qui ne sont pas dans notre ensemble pour P. Si on dit juste les éléments qui ne sont pas dans P, alors on peut se demander où ils sont du coup. Et ça, c'est un problème. Ça peut être un gros problème logique, d'accord? Le dernier, l'implication, c'est les éléments qui, s'ils sont dans P, sont forcément dans Q aussi. Autrement dit, c'est ceux qui sont soit hors de P, soit dans Q. D'accord? On retrouve une équivalence logique de base que vous connaissez. Les seuls qu'on exclut finalement, c'est ceux qui sont dans P, mais qui ne sont pas dans Q, du coup, et qui contredisent l'implication. D'accord? Alors, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On a parcouru quelques notions de calcul des prédicats et d'interprétation, et on s'est maintenant raisonné sur les syllogismes à l'ancienne. En gros, on arrive à faire de la logique du style d'Aristote. Il suffisait juste d'élargir un peu notre notion de langage et notre notion d'interprétation. Pourtant, si vous avez bien suivi, il y a quand même une petite arnaque ici. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans un langage pour le calcul des prédicats, on doit préciser les symboles de prédication, d'accord, les P majuscules, etc. Mais on peut aussi donner des constantes, et ça on n'en a pas encore parlé. Alors, les constantes, sans surprise, c'est des symboles qui représenteront des individus fixes dans le domaine, d'accord? Donc on ne peut pas quantifier dessus, hein, mais on peut exprimer des trucs comme 13 est un nombre premier. Je peux dire pour tout nombre, mais je ne peux pas dire pour tout 13, ça ne veut rien dire, d'accord? Il faut un prédicat pour la propriété premier, ça marche, mais pour le nombre 13, il faut une constante. D'accord? Donc, si on veut terminer cette vidéo maintenant, on est obligé d'en mettre des constantes. Parce que sans ça, on est incapable de traduire quelque chose comme Socrate est mortel. Socrate, ça ne peut pas être une variable, hein, ok? On ne peut pas dire pour tout Socrate, hein. Pour écrire le fameux syllogisme, il nous faut en fait un langage comme ça, et là on peut donner la formule complète. On a bien notre implication avec les deux hypothèses et sa conclusion. Si on détaille l'interprétation, ça donne ça du coup. Si on raisonne en termes d'ensemble, on peut démontrer assez rapidement que cette formule est un théorème, c'est-à-dire qu'elle sera vraie dans n'importe quelle interprétation. Ok? Je vous laisse essayer de faire la même chose avec les formules qui parlent des chats et vous verrez qu'on peut facilement démontrer aussi que ce ne sont pas des formules vraies en général. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies jamais, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'interprétation pour lesquelles elles sont vraies, mais ce ne sont pas des théorèmes. Je vous laisse vous en convaincre de votre côté. Voilà pour cette vidéo. Gardez en tête que c'était un aperçu assez éclair de plein de notions. On pourrait faire une dizaine de vidéos sur le sujet, il y aurait encore des choses à dire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un sujet en particulier, ça serait volontiers. Pour que ce soit pas trop long, j'ai notamment pas parlé des relations en général, c'est-à-dire des symboles qui prennent plus d'un argument. Ici, on s'est arrêté à 1, on a P de X, on n'a pas P de X, Y, Z. Je ferai peut-être une vidéo dédiée, parce que le lien avec les ensembles est intéressant, c'est assez joli à regarder. J'espère que j'ai réussi à vous donner un peu d'intuition sur cette famille de formules logiques. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez plein de ressources en ligne ou dans les manuels. Demandez-moi si vous ne trouvez pas. Restez curieux, ne vous contentez pas de ce que vous avez sous les yeux. Allez chercher les explications, les exemples, les applications. Ce ne sera jamais du temps perdu. D'accord? Quant à moi, je vous dis à bientôt.